Bonjour Éric. Bonjour. Selon Emmanuel Macron, le libéralisme est de gauche, de quoi agacer un peu plus ses collègues socialistes. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourtant, Emmanuel Macron a raison. Le libéralisme est de gauche. Historiquement, les deux termes sont presque synonymes, presque interchangeables. Pas plus libéral que les Lumières, pas plus libéral que Voltaire, pas plus libéral que la Révolution française de 1789 qui interdit les coalitions ouvrières, pas plus libéral que la Déclaration des droits de l'homme, pas plus libéral que la Troisième République. Les lois sociales les plus importantes furent établies par des conservateurs, comme Bismarck, Napoléon III et De Gaulle. Une historienne a récemment rappelé dans un livre iconoclaste nombre de lois sociales qu'on devait même au régime de Vichy. C'est la guerre de 14 et la révolution communiste qui rompront les noces entre le libéralisme et la gauche. Mais depuis le virage européen des socialistes en 1983 et la levée de l'hypothèque communiste avec la fin de l'URSS, le fleuve de gauche est revenu dans son lit libéral. L'acte unique de Jacques Delors, père spirituel de François Hollande, est la Bible libérale qui régit l'Europe depuis 30 ans. Règne de la concurrence, liberté pour les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est Jospin qui privatisa plus que Juppé. C'est Macron qui a voulu la peau des professions à statut comme les notaires. Le libéralisme détruit tout ce que la gauche déteste. Famille, patrie, frontières, église, État, racines, religion. Le libéralisme est un individualisme, un matérialisme, un économisme, un consumérisme. Seuls les gens de droite sont assez ignorants pour croire qu'ils protègent les valeurs traditionnelles en louant les vertus du marché. Seuls les gens de gauche sont assez hypocrites pour faire croire qu'ils détestent le marché tout en prônant partout l'extension sans limite des droits individuels. À l'origine, l'ennemi de la gauche, c'est le vieux monde et les forces du passé. C'est l'ancien régime. Alors que l'ennemi du socialisme, depuis la révolution industrielle, c'est la société moderne. Et donc, il y a, à partir de là, un paradoxe qu'on doit comprendre très vite, c'est que la gauche se réclame de la philosophie des Lumières, mais le capitalisme aussi. Parce que Adam Smith, Turgot ou Voltaire, c'était pas Filmer, Bossuet ou saint Thomas d'Aquin, c'était des représentants de la philosophie des Lumières. Une fois qu'on a compris que le libéralisme et le capitalisme sont eux aussi des produits de la modernité et de la philosophie des Lumières, on comprend alors que la notion de progrès est beaucoup plus ambiguë qu'elle n'y paraît. Ce que je voudrais, c'est essayer de cerner la nature même du libéralisme, puisque l'enjeu de la conférence de Charles Robin, c'était de stigmatiser la double démarche de ceux qui, à gauche, croient pouvoir jouer le libéralisme sociétal ou culturel contre le libéralisme économique, et à droite, ceux qui pensent pouvoir jouer le libéralisme économique contre l'autre. En réalité, il y a une unité profonde du libéralisme, qui a été montrée par bien des auteurs dans l'histoire. Le libéralisme, c'est la doctrine qui pose l'individu et sa supposée liberté naturelle comme les seules instances normatives de la vie en société, ce qui revient à dire qu'il fait de l'individu la seule et unique source des valeurs et des finalités qu'il se choisit. Cela signifie que l'idéologie libérale doit être immédiatement reconduite à cette autre idée fondatrice qui est l'individualisme, c'est-à-dire la philosophie qui considère l'individu comme la seule réalité et le prend comme principe de toute évaluation. C'est ce qu'on appelle en épistémologie l'individualisme méthodologique. Cette insistance sur l'individu, elle est tout à la fois descriptive et normative, c'est-à-dire que les libéraux considèrent que l'individu, c'est ce qui passe avant la société, en importance, mais c'est également cette famille de pensée qui prétend que l'individu a précédé, historiquement ou préhistoriquement, la collectivité. L'idée fondamentale, c'est que l'individu existe avant la société et qu'il tire de cette antécédence le primat que l'on doit lui reconnaître. Alors évidemment, très vite, l'objection
a été faite aux libéraux de dire, mais la société, ça existe quand même, donc comment est-ce qu'on est passé de l'individu à la société? Et c'est à cette question que répondent les différentes théories de ce qu'on appelle le contrat social, qui est une sorte de fable mythologique dans laquelle on imagine que dans des temps très lointains, des individus isolés les uns les autres, et dont on peut supposer que vivant séparés, ils n'avaient même pas de langage commun, ont miraculeusement décidé d'entrer en société, de créer une société. Ce qui est intéressant, c'est l'explication qui est donnée de cela. Pour les libéraux, pourquoi est-ce que l'individu, qui vivait heureux, on ne sait pas trop comment, dans un isolement comparable à celui de Robinson Crusoe avant l'arrivée, bien sûr, de Vendredi, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rentrer en société? Eh bien, la réponse libérale, c'est que l'individu a créé la société parce qu'il y a trouvé une façon de satisfaire son intérêt. Cet intérêt varie selon les écoles. Selon Hobbes, c'est que la société offrait une sécurité contre la guerre de tous contre tous, qui était le propre de l'état de nature, ou bien que cet intérêt était de garantir la propriété, si on suit la théorie de John Locke. Mais dans les deux cas, c'est bien l'intérêt qui est le moteur fondamental de l'apparition des sociétés. Et c'est par là que le libéralisme dévoile son essence profonde. La grande erreur, c'est de croire que le libéralisme, c'est d'abord une économie ou d'abord une politique. En réalité, le libéralisme est d'abord une anthropologie, c'est-à-dire une manière de penser l'homme et de le définir. Et la façon dont le libéralisme définit l'homme, c'est comme un être égoïste, fondamentalement intéressé, et qu'en toutes circonstances va poursuivre son meilleur intérêt matériel le plus souvent, et surtout, détail essentiel, qui est moralement fondé à le faire. À partir de là, on rentre évidemment dans ce qu'on appelle, de façon un peu abstraite, l'axiomatique de l'intérêt, c'est-à-dire que la vie sociale n'est plus à faire que de décisions individuelles et de choix intéressés. Il est capital pour les libéraux que l'homme soit posé avant et indépendamment de la société, car la théorie libérale du droit en tire directement ses prémices, en quelque sorte. Vous savez que les libéraux adhèrent à ce qu'on appelle le droit naturel moderne, tout à fait différent et même parfaitement opposé à ce qu'était le droit naturel des anciens. Dans l'Antiquité, le droit était extérieur aux individus. Pour les libéraux, le droit n'est absolument pas cela. Le droit, ce sont des attributs que les individus tirent de leur nature même. Ils ont des droits comme ils ont des bras, des oreilles ou des jambes. Ils ont des droits en tant qu'ils sont des êtres humains. Et l'on comprend du même coup pourquoi les libéraux dissocient toujours les devoirs et les droits. Il y a toujours un argument de bon sens qui consiste à dire oui, mais enfin, si on a des droits, on a aussi à avoir des devoirs. Oui, mais pour les libéraux, les devoirs, on ne les a qu'après. Car on peut avoir des devoirs, par définition, par rapport à un autrui. Dans l'état de nature, où l'individu est seul, il n'y a pas d'autrui. Donc il n'y a pas de devoir. Il ne peut pas encore y en avoir. En revanche, il y a des droits. Donc, vous avez là un élément très important qui vous montre comment se relie le politique et le droit à l'intérieur de l'idéologie libérale, et à quel point l'anthropologie du libéralisme est une anthropologie économique avant même d'être une économie. Elle est économique parce qu'elle prête à l'individu comme comportement normal le comportement du marchand qui recherche son intérêt. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les choses s'enchaînent. On comprend très bien pourquoi le libéralisme essaye de soumettre le politique à l'économique. Le politique étant perçu comme la sphère de la contrainte,
et l'économique, au contraire, comme la sphère privative de la liberté. On voit très bien le renversement éthique, moral que cette théorie suppose. Ce que nous disent au fond les libéraux lorsqu'ils développent cette image anthropologique de l'homme, c'est que ce que l'on tenait autrefois pour des défauts, il faut désormais les considérer comme des qualités. Et c'est ce que, au XVIIIe siècle, Bernard de Mandeville, dans sa célèbre Fable des abeilles, développe avec l'idée de vice privé et vertu publique. C'est en adoptant des comportements individuels égoïstes, eh bien, que nous profiterons à l'ensemble de la société. C'est une idée qu'on retrouve également chez Adam Smith dans un passage fameux où il dit que, en cherchant à réaliser le maximum de bénéfices, l'homme contribue au bonheur de tous. Idée également que Popper, le fameux Popper dont parlait David tout à l'heure, donc cette interdépendance va se retrouver à la fois dans le libéralisme économique et dans le libéralisme culturel. Dans les deux cas, sous couvert de ce que les uns appellent l'intérêt, sous couvert de ce que les autres préfèrent appeler principe de plaisir, de jouissance. Rappelez-vous ce slogan de mai 68, il faut jouir sans entrave. C'était dans mai 68, c'était des gauchistes qui l'écrivaient. Est-ce qu'il y a un slogan plus libéral que jouissons sans entrave, ou bien il est interdit d'interdire, ou sous les pavés la plage? On l'a d'ailleurs eu, d'ailleurs ils l'ont fait, maintenant on n'a pas les plages. Donc vous voyez très bien comment les choses se sont combinées. Et dans les deux cas, le point commun, c'est le refus de ce que l'Antiquité exaltait sous le terme de mesure. Pour les Grecs anciens, le contraire de la mesure, c'était la démesure, l'hybris. Avec le libéralisme, c'est tout l'inverse, c'est la démesure qui devient la règle. Les marchés doivent toujours s'étendre, les calculs doivent toujours se multiplier. Cette loi du calcul que dénonce très justement Régis Debray dans son tout dernier livre, cette idée que les valeurs d'efficience, d'efficacité, de rentabilité, de profitabilité, de calculabilité sont au fond les seules valeurs dignes d'intérêt, que les valeurs marchandes doivent faire disparaître toutes les autres valeurs. C'est cette hybris qui amène à rejeter la limite et par conséquent la frontière. Car la frontière, qui, il faut le rappeler, n'est pas un mur, mais une porte qui s'ouvre et qui se ferme, la frontière fait partie des limites. Et lorsque l'on prône la libre circulation des hommes, des marchandises, des biens et des services, là aussi, on veut supprimer les frontières, donc les limites, donc la mesure, donc ce qui permet de réguler, en sorte que ce vaste mouvement d'illimitation qui est propre au capitalisme, eh bien, rejoint tout naturellement l'appel au mélangisme généralisé, à l'indifférenciation, en sorte que toutes ces pulsions, finalement, se ramènent à une pulsion de mort. Car c'est bien une pulsion de mort que de vouloir supprimer tout ce qui différencie, tout ce qui personnalise, tout ce qui permet aux gens d'être dotés d'une pensée critique, de ne pas être intégralement manipulables grâce à la fabrique de crétins ou à l'enseignement de l'ignorance dont parlait Nietzsche. Ce refus de frontières, on le trouve là aussi chez Adam Smith dans un passage très célèbre et que je ne résiste pas au plaisir de citer, puisque c'est le principe même du libre-échangisme. Un marchand, écrit Adam Smith, n'est nécessairement citoyen d'aucun pays en particulier. Il lui est en grande partie indifférent en quel lieu il tienne son commerce, et il ne faut que le plus léger dégoût pour qu'il se décide à emporter son capital d'un pays dans un autre, et avec lui toute l'industrie que ce capital mettait en activité. Laisser faire, laisser passer, cela veut dire que le marchand
n'a finalement pas d'autre patrie que celle où il augmente le plus son intérêt et fait son plus grand profit. Voilà quelques réflexions éparses, bien sûr. On pourrait aborder le sujet sous bien d'autres angles, on ne va pas se lancer dans un cours de philosophie. L'idée à retenir, je crois, c'est la grande unité du libéralisme qui prend des formes tout à fait différentes, qui peuvent paraître parfois s'opposer, mais qui fondamentalement trouvent dans une anthropologie spécifique un moteur pulsionnel, désirant, intéressé, qui est toujours le même. Le clivage aujourd'hui le plus opérant, ce n'est plus le clivage gauche-droite qui n'ouvre plus, qui est une clé interprétative qui n'ouvre plus aucune porte. Le vrai clivage opérant aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus qu'un. C'est le clivage qui oppose le peuple aux élites mondialisées. Et c'est dans cette perspective-là que nous nous citons. Je vous remercie.